BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les cryptos et les blockchains. Les pros des cryptos, chaque vendredi, font leur retour. C'est votre part hebdomadaire d'avenir. Bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de pros des cryptos avec nos NFT à nous, nos talents non fongibles des pros des cryptos qui m'accompagnent une nouvelle fois. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher. Salut Owen. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Owen, il est aussi à la tête de Meria. Claire Balva aussi à nos côtés. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Vous êtes spécialiste, experte crypto et Web3 indépendante. Vous avez passé un bel été ? Très bel été. Vous avez l'air en forme et on va aborder cette nouvelle saison des pros des cryptos avec une nouvelle fois énormément d'actualités. Je serais ravi de vous retrouver l'un et l'autre chaque vendredi pour ce caviar. BFM Business d'ailleurs plus que jamais avec vous en double dose. Les pros des cryptos sont désormais en direct sur tous nos réseaux sociaux. C'est chaque vendredi. Vous pouvez noter la date, l'horaire surtout désormais de 14h à quasiment 14h30 en direct sur nos réseaux sociaux LinkedIn, YouTube, X. Auparavant on était juste en direct sur X. Maintenant c'est sur tous les réseaux sociaux de BFM Business et puis on est rediffusé le soir en radio télé à 21h30, c'est la double dose. Rendez-vous donc également chaque vendredi soir 21h30 sur BFM Business. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Super prêt. Super prêt. Vincent Gann est avec nous aussi, on garde nos bonnes habitudes. Vincent Gann, analyste technique, toujours aussi indépendant Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour cher Guillaume, oui, toujours indépendant, je suis très bien comme ça. Bah voilà, toujours très très indépendant. Vincent Gann, l'électron libre de ce rendez-vous des pros des cryptos qu'on retrouvera également tous les deux vendredis. Vincent, oui, on va à nouveau dans un instant avec Claire et Owen évoquer les ETF Bitcoin en devenir. On en a aussi beaucoup parlé tout au long de l'été. C'est une question que je voudrais aussi vous poser. Est-ce que ces ETF Bitcoin pourraient constituer un game changer pour le potentiel du Bitcoin, un game changer positif pour cette année ou ce sera pour plus tard d'après vous ? Alors, je vais vous répondre, cher Guillaume. J'aime bien votre expression game changer. Alors, je vais essayer d'être bref. Effectivement, depuis, ça a commencé à la fin du mois de juin dernier. C'est un sujet brûlant d'actualité pour l'écosystème. Alors, rapidement pour les auditeurs, qui met en rapport la SEC, le régulateur américain, le gendarme boursier américain, avec des sociétés de gestion qui souhaitent lancer des fonds de type ETF spot, entre autres ici sur le Bitcoin. Alors, dans l'immédiat, mais sans surprise, il faudra patienter encore minimum jusqu'au mois d'octobre prochain pour avoir une réponse ferme quant aux demandes d'autorisation d'ETF Bitcoin Spot. Mais je vais revenir à votre question, puisque je m'égare un petit peu. Votre question est de savoir, est-ce que cette perspective de voir arriver plusieurs ETF Bitcoin Spot peut être un facteur décisif pour la tendance de cours et des prochains mois du cours de Bitcoin ? La réponse, elle est oui sans hésiter. Je vais vous expliquer pourquoi. Les fonds de type ETF, ils ont bouleversé toutes les classes d'actifs. Je vais prendre un exemple précis, la classe d'actifs des matières premières, le compartiment des métaux précieux, précisément le cours de l'or. L'or est passé en l'espace de 20 ans de $200 à environ $2000. Bon, vous savez, la demande d'or, qu'est-ce que c'est ? C'est la demande industrielle, la demande des banques centrales et aussi la demande financière. Moi, j'appelle même ça la demande financière-financière. Et lorsqu'on regarde en détail la composition de cette demande financière d'or, vous avez des contrats futurs, vous avez des contrats d'options, mais pour plus des 2/3, il s'agit d'ETF sur le gold. Donc, oui, le fait de voir arriver sur une classe d'actifs des ETF, en plus, je ne vous parle pas de l'éligibilité fiscale des fonds de type ETF. On sait quand même, par exemple, pour prendre l'exemple de la France, les fonds de type ETF sont éligibles au PEA. Bref, en fait, le régulateur boursier américain, la SEC, avec cette possibilité de laisser arriver sur le marché des ETF Bitcoin Spot, en fait, le gendarme boursier américain tient entre ses mains une partie importante de la tendance de fond du cours du Bitcoin. Alors, ça aurait pu jouer aujourd'hui, ça ne se jouera pas aujourd'hui, ni ce week-end, peut-être même pas en octobre prochain, mais en tout cas fin d'année, début 2024. Imaginons que le gendarme boursier américain dise non, et même à BlackRock. Là, pour le coup, oui, ce serait compliqué pour la tendance du Bitcoin. Donc oui, c'est un game changer, mais en fait, c'est le cas pour toutes les classes d'actifs en bourse, donc c'est pas vraiment nouveau. On aura dans un instant plus encore en détail avec Claire et Owen qui nous accompagnent. Quels sont les repères techniques immédiats à surveiller pour la grande rentrée du Bitcoin, Vincent ? Alors écoutez, c'est assez simple. Le Bitcoin, il a passé l'été à bonzette. Il a passé l'été entre 25 000, le support à 25 000 $ et la résistance technique extrême à 32 000 $. Ce sont les deux gros pivots techniques. Alors écoutez, la suite, c'est maintenant, c'est tout de suite. La suite, pour moi, la question en fait, c'est est-ce que le cours de Bitcoin va tenir ces fameux 25 000 $? Moi, mon avis personnel, c'est qu'il manque peut-être une ultime chasse à la liquidité entre 20 et 25 avant de repartir plus loin progressivement dans l'année. Mais quand je dis que c'est tout de suite maintenant, vous avez là à 14h30
Donc les auditeurs vont pouvoir le suivre en direct. La publication aux États-Unis d'un rapport important sur le marché du travail, c'est le rapport NFT. Pourquoi j'en parle? Parce que ça influencera le dollar américain. Et s'il y a une corrélation inversée qui agit sur la formation du prix du cours du Bitcoin, c'est la corrélation inversée avec le dollar américain. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut surveiller dans l'immédiat. Mais moi, j'ai quand même en tête qu'il manque encore une petite frayeur, une ultime zone de baisse, quelque part en dessous de 25 000 $, pour ensuite repartir plus sereinement à l'attaque des 32 000 $. J'espère pour cela qu'il ne faudra pas attendre la validation de ces fameux fonds de type ETF spot sur le Bitcoin. Vincent Gagne qui nous accompagne régulièrement dans ce rendez-vous. Nouvelle saison des pros des cryptos, donc à 14h chaque vendredi sur nos réseaux sociaux, rediffusion 21h30 sur BFM Business à la radio et à la télé. Nouvelle saison, nouvelle ambiance, plus cool, plus détendue. On est ensemble dans notre petit salon, Claire et Owen, comme ça à la fraîche, et on va balayer l'ensemble de l'actu des derniers jours et de la semaine. Hein. C'est notre promesse à chaque fois dans les pros des cryptos. Nouvelle saison, mais les guest stars restent les mêmes. Et au premier rang de ces guest stars, les régulateurs, la SEC qui continue de faire parler en cette rentrée, la SEC que la justice américaine vient de qualifier de capricieuse et arbitraire. Oui, c'est un juge de la Cour d'appel du district de Columbia qui qualifie la SEC de capricieuse et arbitraire. Mesdames, messieurs, c'est pas rien, ces mots sont forts. Comment, Owen, en est-on arrivé là ? On a vu il y a quelques minutes du coup la courbe de Bitcoin qui s'est valorisée avant de rendre une partie de ses gains hier au marché. Malgré tout, il faut comprendre que cette hausse a été particulièrement soutenue justement par cette annonce. Le tribunal américain qui tout simplement qualifie la Security Exchange Commission de capricieuse et arbitraire. Il faut comprendre pourquoi. Grayscale proposait le GBTC. C'est un trust sur Bitcoin. Grayscale a voulu faire évoluer ce trust en ETF. Ils ont donc fait la demande au régulateur américain, la Security Exchange Commission qui a refusé cette évolution du GBTC en un ETF. La particularité, c'est que pour le coup, le tribunal s'est positionné et après avoir revu le dossier et après avoir écouté du coup et suivi la demande, puisque du coup c'est Grayscale qui a saisi le tribunal pour dire que c'était injuste et que la SEC n'avait pas à s'opposer à cette évolution, eh bien le tribunal a bel et bien en effet donné raison ce mardi à Grayscale. Ils auraient dû pouvoir, ou en tout cas, la SEC n'aurait pas dû refuser pour ces raisons. Et c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas un oui pour avoir un ETF, mais la raison de la SEC ne suffit pas pour refuser cette transformation, principalement parce que le gros argument était le fait qu'ils avaient peur que l'on puisse manipuler le marché du Bitcoin en faisant ce spot ETF Bitcoin, alors qu'il y avait déjà des ETF sur le futur de Bitcoin. Et donc indirectement, la raison d'avoir une peur de manipulation de marché n'a pas lieu d'être, en tout cas pas sur cet actif, et donc cette raison n'est pas bonne, d'où la qualification de décision arbitraire. De là à qualifier de capricieux, c'est autre chose, mais du coup ça a envoyé un signal très fort au marché. La loi, les tribunaux ne sont pas forcément toujours alignés avec le régulateur, ce qui donne énormément de confiance, et ça a été très bien perçu par le marché dans une phase où on attend un feu vert ou non sur l'ETF de BlackRock et de toutes ces grandes institutions qui suivent. La décision de la SEC arbitraire, donc la SEC capricieuse, la justice américaine qui qualifie ainsi le régulateur. Waouh! Est-ce que cette décision et ces mots renforcent les chances d'approbation d'un ETF spot Bitcoin, d'après vous, Claire? Alors oui, alors évidemment, il y a jamais de garantie. Comme disait Owen, c'est pas parce que le jugement a été rendu en faveur de Grayscale que ça veut dire oui pour un ETF spot Bitcoin, pas du tout. En revanche, ce que ça veut dire, c'est que la SEC va être obligée de beaucoup plus étayer ses décisions et qu'elle n'a pas la garantie que ces décisions soient finalement le fin mot de l'histoire, puisque les acteurs peuvent aller devant un tribunal et la SEC peut être retoquée. Donc oui, ça augmente les chances. Maintenant, la SEC va peut-être pouvoir trouver aussi d'autres arguments, mais c'est vrai qu'ils commencent à être poussés maintenant dans leur retranchement, puisque ça fait déjà 2 ans que les ETF futurs Bitcoin sont acceptés par la SEC. Donc maintenant, pourquoi ne pas accepter les ETF spot? Visiblement, l'argument de manipulation de marché ne suffit pas. Donc oui, les chances sont augmentées. Maintenant, tout ça fait quand même perdre pas mal de temps à l'industrie. Et la SEC commence à être en difficulté parce qu'elle va devoir potentiellement accepter certaines demandes et donc accepter aussi en termes d'image d'avoir l'air un peu incohérente et capricieuse, justement. C'est ça, un peu comme un petit enfant. Non, mais c'est intéressant ce qui est en train de se passer. On imagine quand même la communauté crypto se lécher les badines en suivant ce feuilleton-là. Et ce qui est intéressant pour nous dans les pros des cryptos, c'est aussi d'essayer d'approfondir. Pourquoi
comprendre la démarche des différents acteurs et notamment celle de Grayscale. Convertir son fonds Grayscale Bitcoin Trust, c'est GBTC, en ETF Bitcoin au comptant. Pourquoi ce choix? Quel intérêt pour Grayscale, Owen? Actuellement, ils prennent 2% de management fee sur l'ensemble de ce trust. Dans le trust, il y a l'équivalent de 635 000 bitcoins qui sont détenus par Coinbase. Pour dire que d'ailleurs Coinbase, qui d'ailleurs a été rempli dans les différents papiers de demande ETF spot, comme celui de BlackRock, comme étant l'entreprise qui conservera les bitcoins dans cette même situation. Donc tout est un peu lié quand même. En l'occurrence, c'est énorme, 2%. Surtout 2% annualisé sur des montants comme cela, pour l'entreprise Grayscale, c'est très rentable. C'est d'ailleurs même l'un de ses produits les plus rentables aujourd'hui. Alors pourquoi le faire évoluer dans un ETF? Quand il y aura un ETF, il y aura moins de frais. Généralement, on est vers 1% ou en dessous d'1%. Très rares sont les entreprises qui se battent pour avoir des produits moins rentables. Par contre, il y a une décote aujourd'hui sur le trust de Grayscale, puisque ce n'est pas le même produit financier. Un ETF, c'est réellement une détention, entre guillemets, 1 pour 1. Si on a un bitcoin, non seulement il doit y avoir un bitcoin derrière, mais c'est la valorisation directe du sous-jacent. Alors que sur le trust, c'est un produit financier qui se valorise avec différentes raisons, notamment parce qu'il est plus ou moins accessible, plus ou moins échangeable, plus ou moins fiscalisable, peu importe. Et en plus de ça, il a la valeur des actifs qu'il détient. C'est pour ça qu'il y a une aussi grosse décote en ce moment sur le GBTC. Une décote qui ne sera plus présente, en tout cas plus pareille, quand il y aura un ETF. Et donc ça pourrait démocratiser, ça pourrait faire beaucoup de bruit, ça pourrait permettre de rentrer beaucoup plus de liquidités, mais proportionnellement sur, on va dire, $1 million d'actifs gérés, Grayscale gérera moins d'argent. C'est donc vraiment dans un objectif de développement et de scalabilité probablement sur le prochain cycle, mais également parce que il y a un coup à jouer. Il n'y a plus que Grayscale qui demande un ETF Bitcoin, il y a maintenant BlackRock et d'autres géants de la finance traditionnelle qui se battent dans cette direction. Et il faut mesurer ce que sont les ETF. Les ETF ont par exemple transformé en profondeur les marchés financiers traditionnels. La bourse aujourd'hui, près des 2/3 des échanges boursiers se font sur les ETF. Il faut quand même s'en rendre compte, c'est absolument gigantesque et l'une des clés, ce sont les frais très très bas dont vous parliez et qui attirent beaucoup d'investisseurs. Ça vient renforcer la liquidité des marchés, ce sera peut-être le cas aussi pour les cryptos et pour Bitcoin. Ceci dit, là on est en train de parler d'ETF au comptant. Il y a un autre ETF qui fait beaucoup parler, Claire, en l'occurrence, il va concerner non pas Bitcoin mais Ethereum. Ethereum aussi dans la course pour un ETF futur sur Ethereum. Pourquoi est-ce que cet ETF là aussi suscite beaucoup d'intérêt ? Tout simplement parce que jusqu'ici, la SEC avait plutôt refusé de valider des ETF futurs sur l'Ether. Et là, au mois d'août, on a eu un certain nombre de rumeurs qui ont commencé à courir sur le fait que la SEC allait valider ces ETF futurs sur l'Ether. Et donc forcément, pour les marchés, c'est un signal très positif, mais on n'est toujours sûr de rien. Donc on attend les décisions de la SEC qui devraient arriver au mois d'octobre. Mais les ETF sur Ether changeraient tout simplement la même chose que les ETF Bitcoin sur Bitcoin, c'est-à-dire que ça permettrait un engouement plus important pour cet actif. Ça permettrait à des investisseurs de parier sur le futur du cours de l'Ether, là où aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile. En tout cas, il faut s'exposer à la crypto directement. Donc forcément, pour les investisseurs, ils se disent, voilà, si les ETF sont validés, ça va faire monter le cours. Donc il y a aussi cette forme d'anticipation qui est tout à fait logique et qu'on peut retrouver sur n'importe quelle classe d'actifs. Bon, il n'y a pas que les ETF dans la vie, on va parler aussi de la vie des tokens, mais on va rester, rassurez-vous, dans l'univers judiciaire et des procès quand même, parce que c'est ce qui anime beaucoup en ce moment cet écosystème en constitution. Des utilisateurs qui ont acheté des tokens sur Uniswap, ON, ont finalement attaqué en justice les fondateurs et l'entreprise à l'origine du protocole. Est-ce qu'ils ont d'ailleurs obtenu gain de cause ? Non. Et ça, c'est très très bien perçu également par le marché. Bon, alors encore une fois, on est dans une phase où il y a moins d'intérêt sur les crypto-monnaies, donc une bonne nouvelle a moins d'impact qu'une mauvaise qui va être amplifiée, mais c'est quand même relativement une bonne nouvelle dans le sens où Uniswap est un protocole d'échange décentralisé. C'est-à-dire que c'est un protocole, d'accord, open source, qui va permettre aux gens de réaliser des échanges sans passer par un tiers de confiance. Par définition, n'importe qui peut venir lister ses actifs pour permettre des échanges. N'importe qui peut apporter de la liquidité pour permettre aux autres d'en échanger et n'importe qui peut venir réaliser des échanges. À ce moment-là, il aurait été très compliqué pour les créateurs de solutions décentralisées de pouvoir être tenus responsables de la qualité des tokens qui sont listés sur les plateformes décentralisées et des mauvais comportements de certains utilisateurs qui tombent dans le panneau en achetant des mauvais tokens. Surtout qu'on ne parle pas que d'arnaque, on ne parle pas d'un bug qui vient du protocole. On parle de quelqu'un qui a listé sur cette bourse d'échange décentralisée
quelque chose qui était une arnaque, et quelqu'un qui est venu délibérément et volontairement l'acheter pour le détenir. Et qui, quand il s'est rendu compte qu'il a perdu de l'argent, a attaqué non pas la personne qui a créé cette solution, mais le créateur de l'outil qui permettait de l'échanger. Donc globalement, c'est une plutôt bonne nouvelle pour les créateurs de solutions décentralisées, parce que si on commence à pouvoir aller chercher la responsabilité de tout le monde dans un outil décentralisé, personne ne créera d'outils comme ça à l'avenir. Ensuite, il y a également une réalité, et c'est ce que remonte le tribunal. Il n'est pas possible de savoir qui a créé la crypto-monnaie en question. À partir du moment où l'utilisateur fait lui-même l'erreur d'aller acheter ce token-là, il avait qu'à se renseigner, puisqu'il pouvait le faire. La plupart du cas, il a les informations, et c'est sa décision d'aller acheter ce jeton ou non. Des fois, on va même acheter une crypto-monnaie en pensant que c'est une autre, mais on peut, dans la blockchain, vérifier si c'est bel et bien le contrat d'origine. Il faut un petit peu de temps, il faut s'éduquer. Mais bon, la liberté financière va avec une responsabilité financière, et c'est ce que remonte ici la juge qui a pris cette décision et qui a rendu ce verdict. Et pour le fun fact, c'est la même juge qui devra donner un verdict entre l'affaire entre Coinbase et la SEC. Ce monde est petit. Tout petit. Ouais. Et l'éducation financière, on y est sensible aussi sur BFM Business et dans ce rendez-vous. Tiens, il y a un dicton, un proverbe qu'on aime bien citer de temps en temps. Les jeunes font leur expérience avec l'argent, les vieux font de l'argent avec leur expérience. Voilà, je vous le laisse comme ça. Voilà. Les jeunes font leur expérience avec l'argent et les vieux font de l'argent avec leur expérience. Vous avez le week-end pour méditer. Du côté des stablecoins, quoi de neuf récemment? Claire, PayPal, bien sûr. PayPal se lance à son tour dans la course au stablecoin. Il y a un stablecoin où il va y avoir un stablecoin PayPal? Alors, il existe déjà, le contrat est déployé sur la blockchain Ethereum. Donc, c'est un stablecoin dollar centralisé. Et c'est vrai que ça a créé beaucoup d'engouement en matière de communication, en tout cas au départ, puisque PayPal, c'est quand même une institution qui est très connue, c'est un acteur traditionnel du paiement qui lance son stablecoin. Donc, c'est un signal, je dirais, positif sur la crypto, puisque ce que ça veut dire, c'est que PayPal considère que ces technologies-là ont de l'avenir et sont intéressantes pour le paiement. Donc c'est un signal positif. Maintenant, ce qu'on réalise aussi aujourd'hui, c'est qu'en fait, le marché du stablecoin, il compte déjà de très gros acteurs avec des stablecoins dollars qui fonctionnent, notamment l'USDT, l'USDC et puis quelques autres comme le DAI. Et donc finalement, pour un nouvel acteur aujourd'hui arriver et proposer un stablecoin centralisé, c'est pas évident, en tout cas de trouver une demande. Et donc le stablecoin de PayPal, quand on regarde les chiffres, il y a un peu plus de 40 millions de capitalisation par rapport aux deux grands stablecoins du marché, où là, ça se compte plutôt en dizaines de milliards. Donc on voit bien que le démarrage est plutôt petit et que la demande des investisseurs est là aussi assez faible, puisque 90% de la capitalisation du stablecoin de PayPal reste encore dans les mains de la société émettrice, en l'occurrence c'est Paxos. Après, ils ont de nombreux usagers, peut-être paraît-il sur une infusion auprès de leurs usagers finalement dans le temps. Alors ils ont, j'ai regardé tout à l'heure sur Etherscan, on a 400 hodlers, donc ça reste petit, surtout comparé encore une fois aux deux grands du marché où là ça se compte en millions. Donc on est encore sur des chiffres tout petits. Maintenant, il faut être honnête, le stablecoin est très récent. Donc c'est un peu facile de juger seulement quelques semaines après le lancement. Il faut aussi leur laisser le temps de se lancer. Mais ce que ça dit quand même, c'est que on est dans une période pas évidente de bear market où les demandes sont peut-être pas au plus haut. Et finalement que les gros acteurs qui ont lancé des stablecoins il y a quelques années sont très bien implantés et que finalement quand on regarde les sociétés traditionnelles qui lancent des stablecoins aujourd'hui, on a vu Société Générale aussi il y a quelques semaines, finalement la réalité c'est que ces stablecoins sont très peu voire pas utilisés. D'ailleurs il y a des critiques qu'on entend beaucoup sur les réseaux, mais les gens qui c'est une honte, encore un stablecoin centralisé. Il faut commencer à comprendre que quand un PayPal lance une crypto-monnaie, ça va pas être décentralisé. Ça va pas être décentralisé, évidemment. Ensuite, ils veulent se positionner sur ce marché. Je vois vraiment ça comme des POC. Ils prennent vraiment le temps de le faire, tout comme la Société Générale d'ailleurs. C'est jamais elle qui communique. On se rend compte qu'elle a obtenu une licence, on se rend compte qu'elle a obtenu un agrément. C'est vraiment fait avec une méthode institutionnelle, sans communication, sans publicité, on va dire. Pourquoi ? Parce que c'est des groupes qui ont des cycles très très longs et qui s'essayent petit à petit. D'ailleurs, un stablecoin, si PayPal voulait le lancer sur toutes ces plateformes et le pouvait, elle aurait bien fait, elle aurait fait probablement des milliards de volumes en très très peu de temps. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Parce qu'au début, ils essayent. Au début, je pense qu'ils sont plus regardants du côté de la compliance et du côté du régulateur que du côté de l'usage et de l'utilisateur dans un premier temps. On a quand même appris qu'il serait listé sur Coinbase hier ou aujourd'hui. Déjà ça, ce qui veut donc dire qu'il y aura du volume et de la finance décentralisée à un moment, enfin je pense. Et ça veut également dire que l'objectif n'est pas de rester en mode petit volume et test, mais réellement de finir dans la poche de tous les utilisateurs. La Coupe du Monde de rugby, vous allez la suivre ou pas la Coupe du Monde de rugby ? Non, c'est pas votre truc, Claire. Non.
Moyen. Il faudra suivre quand même les grandes lignes. Ça fait Elle sera partie. peut-être sur la télévision chez moi, mais c'est pas moi qui l'aurais mise. Non, mais je vous en parle parce qu'il y a toujours cette rivalité France-Angleterre, en rugby. Nous, elle sera au bureau, c'est certain. Voilà. Ça, c'est une certitude. Et une bonne nouvelle, l'équipe anglaise est très faible. On le répète, ça fait du bien de le dire. L'équipe anglaise est extrêmement faible. En revanche, non mais c'est vrai, c'est pas tout le temps qu'elle est faible. Elle est beaucoup plus faible que la nôtre. En revanche, ça n'empêche pas un groupe anglais de racheter un petit français. C'est le groupe B2C2, on le dit comme ça, un groupe britannique B2C2. Allez, on va le dire en français. Quelle est cette entreprise qui se permet de racheter un acteur français des cryptos et pourquoi est-ce que tout le monde en parle, Claire? Oui, ils ont racheté Wharton, qui est effectivement un courtier crypto, on peut le dire comme ça. Alors, pourquoi ils la rachètent? En fait, c'est simple. Wharton a toujours l'enregistrement PSAN. Et donc, ça permet à B2C2, je crois qu'on dit comme ça aussi, de se positionner sur le marché européen et de profiter de cet enregistrement PSAN, même si forcément l'AMF va revérifier un certain nombre de choses lors d'une acquisition, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça permet à cette société d'anticiper la réglementation MiCA en rachetant cet acteur et donc d'aller proposer ses services sur l'ensemble du marché européen, de bénéficier d'ailleurs de ce qu'on appelle la clause du grand-père aussi, et donc d'avoir ces 18 mois de latence supplémentaire parce qu'ils auront cet enregistrement PSAN, donc ils n'auront pas à demander l'agrément tout de suite, donc c'est extrêmement intéressant pour eux. Et pour Wharton, donc l'acteur français qui a été racheté, ça leur permet aussi, je pense, une forme de soulagement en termes de liquidité, puisqu'ils avaient eu des difficultés. Ils avaient un certain nombre de cryptos placés chez Genesis qui avaient souffert de la faillite d'FTX. Donc ils avaient beaucoup souffert de la faillite d'FTX, et ce rapprochement devrait être mutuellement bénéfique aux deux acteurs, à la fois pour Wharton qui devrait se retrouver financièrement soulagé, et puis pour B2C2 qui va pouvoir accélérer sur le marché européen. Et puis encore une fois, pour montrer que tout est lié, Gemini ont justement des affaires en cours avec Digital Currency Group, qui est le groupe géant qui détient justement Grayscale, mais également Genesis, la société qui avait prêté à tout plein d'acteurs, notamment Wharton. Ça reste quand même un monde où dès qu'on commence à avoir des très gros acteurs, il y a des possessions, toutes les boîtes sont à peu près liées, et c'est pour ça que quand on a des effets aussi systémiques, ça touche à peu près tout le monde dans cet écosystème. Il nous reste 40 secondes, on parle d'FTX ou pas, Owen? On peut en parler Comment rapidement. va Sam Bankman-Fried? Comment va FTX? Ils ne veulent plus le relâcher parce qu'ils ont peur qu'il soudoie des témoins, parce qu'il a essayé de reprendre contact avec énormément d'employés de l'entreprise. Il n'est pas à exclure que FTX se relance avec un nouveau token, qui est un token qui représente la dette de ses utilisateurs, un petit peu comme avait fait Bitfinex à l'époque. C'est quand même des mois qu'on en parle du fait qu'ils peuvent se relancer. Et de toute façon, vu la taille et vu comme ils sont sous les feux des projecteurs, je pense que toute décision doit prendre du temps et doit être mûrement réfléchie et mâchée avant d'arriver sur le marché public. Mais ce n'est pas à exclure. Et le tout dernier point, c'est le fait que aujourd'hui, tout le monde peut aller, en tout cas les utilisateurs qui ont perdu de l'argent, claim. Ça ne veut pas dire qu'ils vont récupérer leur argent, mais ils peuvent claim et remplir sur la plateforme les détails de la dette, de ce que leur plateforme leur doit, histoire de légalement signifier ce qu'ils attendent. C'est votre part hebdomadaire d'avenir, les pros des cryptos. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés cette toute première de la saison. Owen Simonin, alias Asher, et sa chaîne YouTube. Combien d'abonnés, Asher, désormais? Presque 640 000. Ah, ça monte, ça a monté même au cœur de l'été. On reprend un rythme là. Ouais. Claire Balva, merci beaucoup Claire. Merci. Vous nous accompagnez également chaque vendredi, experte crypto et Web3 indépendante, chaque vendredi 14h sur les réseaux sociaux de BFM Business et en rediffusion à 21h30 à la radio et à la télé. Bonne journée, bonne soirée. BFM Business, BFM Crypto, les pros.